41e numéro de Bug, le retour. Nous sommes toujours là pour vous servir, pour vous faire plaisir. Donc nous sommes le podcast sur le cinéma et sur les séries télé. Alors, beaucoup de séries télé en ce moment, la grosse actu bien sûr. Je suis toujours Alphonse Dadet, votre autre, le MC de cette émission, et je suis toujours accompagné des deux inénarrables compères. Il y a d'abord Seb. Salut Seb. Bonjour. Et il y a Bastien. Salut Bastien. Hey, salut à vous mes fans. Ouais, je sais, pas facile de m'écouter dans une émission qui n'a probablement aucun respect pour moi, selon mes deux acolytes en tout cas. Hein. Non mais c'est vrai les gars, on peut le dire, vous avez quand même très peu de considération lors de dans mes chroniques, hein, qui bon, certes elles ne sont pas travaillées, du moins par rapport à mes présentations, mais bon, quand on n'est pas pris au sérieux, comment voulez-vous donner le meilleur de vous-même ? Je suis critiqué de toutes parts, voire insulté en direct. Il m'arrive même bien souvent, d'ailleurs, de n'avoir aucune répartie face à cette violence. Donc il peut y avoir quelques blancs dans l'émission. Et pourtant, ce qui est bizarre, c'est que je suis vu comme un gros misogyne qui n'aime rien, alors que cette image est quand même bien loin de la réalité. Enfin bref, si vous êtes aussi un clown cinéphilique, alors bienvenue dans Bug. Oh, un clown cinéphilique, c'est très joli. On mettra ça sur une pierre tombale, ça sera sur ma stèle, ouais. Ouais, exactement. Bravo. Eh bien, aujourd'hui, nous avons encore un sommaire plutôt alléchant. Nous allons revenir sur Haunting on Hill House, la série événement de Netflix. Redis-le un peu. Ouais, justement, j'allais te demander si tu validais. Haunting on Hill House. Pas vraiment, c'est off. Déjà, tu dis on. Ah Il y a un merde. problème. Ah, c'est off. Bon, très bien, on va la refaire. Bastien nous fera son petit pot pourri. Et pour une fois, c'est Seb qui clôturera l'émission avec un film surprise dont on ne vous révèle rien pour l'instant, mais restez Sauf si vous avez lu le titre, le nom de l'émission, évidemment. Ou dans quel cas, il n'y a plus trop de surprises. Très bon. On va faire comme si, d'accord ? Ce n'est pas du tout White House Down de Roland Emmerich. Absolument pas, ce n'est pas ça la surprise. J'ai mis ça dans le titre pour faire genre, mais en réalité, je vais vous parler d'Anonymous et de Stonewall. Oh, magnifique. C'est deux films d'auteur. Magnifique. Et bien donc on va tout de suite commencer parce que mine de rien le temps tourne. Et donc écoutez, on va revenir vite fait sur H comme je vais l'appeler, comme ça m'évitera de. Non, redis le titre une fois. Alors Haunting of Hill House. House Hill, déjà tu le mets à l'envers en plus. Attends, c'est quoi, c'est Il y a un problème. C'est The Haunting of Hill House. Hill. Attends, c'est Ou alors je me House suis, c'est moi qui me suis trompé. Hill House. Je me suis peut-être trompé aussi. Bah, tu Attends. vois, H. Ouais, c'est Hill House en fait. D'accord, Haunting of Hill House. Oui. Ouais, C'est ce que j'ai dit depuis le début, vous pouvez réécouter. d'accord. Eh bien, La fête à la maison en français. Voilà, exactement. Non, 7 à la maison. Et donc la série événement de Pas Mike de pédophile Flanagan. dans cette série pourtant. Non, pourtant c'était une Dommage. très belle série. Donc une série Netflix qui a encore fait l'événement, hein, comme à peu près toutes les semaines avec les nouvelles Et séries. qu'on aura oublié en Netflix. 3 semaines. À peu près, ou peut-être pas. Et donc voilà, nous allons... je vais commencer tout de suite par ça, hein, c'est parti. Donc 10 épisodes d'à peu près 1 heure. Donc réalisé par notre ami Mike Flanagan, à qui l'on doit déjà l'adaptation de Jesse, le bouquin de Stephen King. Il avait également fait Ouija, les origines du mal, qui était une suite tout à fait honorable à cette sacrée merde qui était l'original. Et en même temps, c'était pas compliqué de faire mieux, faut le dire. Il avait fait aussi Hush, enfin voilà, et c'est lui qui s'occupera de la suite de Shining, l'adaptation, donc qui s'appelle Doctor Sleep, si je ne m'abuse, la suite du bouquin de Stephen King. Oui, moi aussi, ça donne envie, quoi, Doctor Sleep. Donc voilà. Et donc 10 épisodes où nous allons suivre les les aventures de la famille Alors, Crane. j'ai un conseil pour toi. Évite les mots qui ne sont pas monosyllabiques. Ouais, c'est ce que j'allais faire. C'est ce que j'allais faire. Donc du coup, nous allons suivre les aventures de la famille Crane. Donc ils sont le papa, donc, qui est interprété par Henry Thomas dans la première époque, et Timothy Hutton dans l'époque contemporaine, parce que Tu m'étonnes, Hutton. parce que la série se déroule selon 2 axes temporels, donc une partie, on va dire, ça doit se dérouler dans les années 80. Hein. Seb, si tu n'es pas d'accord, tu interviens.
Oh, je dirais, ouais, tout début 80. Ouais, Enfin, c'est ouais, pas- je crois qu'on les voit jouer à un moment à des jeux vidéo type arcade et compagnie au début. Oh, putain, c'est nouveau sur Netflix cette idée. Ouais. Ouais, je pense aussi. Et, euh, et donc voilà, il y a également 2 frères, 2 fils et 3 sœurs qui sont interprétées par des actrices que nous avons déjà croisées dans la filmographie de Flanagan. Et voilà, donc vous regardez ça sur IMDb, je suis pas là pour vous faire du name dropping pendant 10 minutes, c'est pas très intéressant. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur la série? Donc c'est l'histoire d'une famille qui investit les murs d'une maison qu'on peut qualifier de hantée, je crois qu'on va pas trop spoiler là-dessus en disant ça. Et on va suivre ce qui s'est passé à l'époque dans les années 80 et donc l'époque contemporaine où on va voir un peu les répercussions que cela a sur leur vie actuelle. Donc je vais être plutôt concis et plutôt rapide. Il y a 9 épisodes qui sont plutôt pas mal, vraiment bien écrits, bien mis en scène, bonne ambiance et tout. Et un dernier épisode qui est pas loin d'être catastrophique. Et alors, vous pouvez écouter si vous n'avez pas regardé la série, parce que je pense que je peux éviter de spoiler. On va dire que tout ce qu'on voit dans le 10e épisode tombe plus ou moins dans les pièges auxquels on peut s'attendre dans les films de maison hantée, donc dans une série de maisons hantées aussi en l'occurrence, avec des tunnels explicatifs de 10 bonnes minutes. Il y en a 2 particulièrement dans dans le dernier épisode qui en plus durent plus d'1h10, si je ne me souviens bien. Et donc des tunnels de dialogue qui sont extrêmement pénibles et pas très intéressants parce que c'est assez redondant avec ce qu'on a déjà vu. Et on a également une remise en question des rôles de ce que nous avons vu auparavant, avec les apparitions et compagnie, qui vient un petit peu casser tout ce qu'on avait vu auparavant. Et quand on y réfléchit, on se demande, mais vous êtes pas un peu foutu de notre gueule pendant les 9 premiers épisodes, si c'est pour nous mettre ça dans le 10e? Enfin, bref. Donc, je vais plutôt m'attarder, enfin revenir sur les choses positives auxquelles nous avons eu droit dans les 9 premiers épisodes. Parce que mine de rien, c'est quand même plutôt bien écrit. Chaque épisode se concentre sur un personnage de la famille. On a, bon après, voilà, c'est selon l'intérêt de chaque personnage, c'est plus ou moins intéressant. Mais disons que ça se suit plutôt bien. La mise en scène de Flanagan est plutôt pas mal. Il fait certains jumpscares qui sont... Ça va, il n'y en a pas 50. Il y en a 2-3 qui sont plutôt efficaces. Voilà, la mise en scène, donc j'ai dit qu'elle était plutôt cool, élégante, il n'y a pas de souci. Flanagan est loin d'être un manchot, c'est même un plutôt bon artisan, je pense. Je ne suis pas persuadé que ça soit un grand génie, mais il est tout à fait honnête comme faiseur. Et là, il est quand même à la barre des 10 épisodes, c'est quand même relativement rare pour être signalé. Il a aussi participé à l'écriture des 10 épisodes, c'est vraiment son bébé, c'est son projet de A à Z. Je vais ouvrir une toute petite parenthèse pour ceux qui veulent aller creuser plus loin. Donc la série est adaptée d'un bouquin de Shirley Jackson qui a déjà été adapté à plusieurs reprises au cinéma. Une première fois par Robert Wise, qui est La Maison du Diable en français, si je me souviens bien, qui est pour le coup un véritable chef-d'œuvre et très flippant. Enfin, moi je vous le conseille de le regarder dans le noir, enfin voilà, avec des conditions adéquates. Vous allez bien flipper votre mère. Bon, ensuite, il y a eu un remake de Jan de Bont dans les années 90, peut-être 2000, peut-être début 2000, qui est assez catastrophique si je l'en suis les échos que j'en ai eu. Et donc voici, là, il y a encore une adaptation avec Vincent Price, mais je suis pas tout à fait sûr que ça soit le bouquin. Je crois qu'il a repris le titre, mais je crois que ça s'éloigne assez considérablement du bouquin. Donc voilà. Donc là on a une adaptation quand même de 10 épisodes de plus d'1 heure comme je vous l'ai dit, et donc je pense qu'il a rajouté forcément des trucs par rapport au bouquin et que il a pris un peu aussi ses aises vis-à-vis de l'histoire originale, mais l'essentiel est là, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, je vous ai dit un épisode par personnage. Bon, on tombe parfois dans certains clichés. Le personnage du frère jumeau et pas ce qu'il y a de plus intéressant, pas ce qu'il y a de plus fou, parce que c'est le genre de truc qu'on a déjà vu 25 fois minimum dans plein de trucs différents. Et donc voilà, bon, moi franchement je suis allé pas, enfin je l'attendais pas mal la série, j'ai été plutôt
conquis, je vous dis, les 9 premiers épisodes, mais le dernier fait salement chuter le projet et c'est quand même bien dommage. On n'était pas loin d'avoir quelque chose qui était pas loin d'être une des meilleures séries Netflix à mon avis. Donc voilà. Seb, t'en as pensé quoi toi? Moi j'ai plutôt bien aimé ce qui se passait à l'époque début 80 et j'ai été vraiment bien moins intéressé par la vie des adultes. Tu disais que c'était intéressant que chaque épisode s'intéresse à un personnage jusqu'à ce qu'ils se rejoignent tous, mais moi personnellement c'est un petit peu le truc qui m'a gonflé parce que tu vois un truc puis tu revois selon le point de vue d'un autre. À la limite ça peut encore être intéressant, juste par exemple quand tu expliques tout le truc de la meuf de la femme au cou tordu par exemple, c'est intéressant de faire monter un peu le truc, mais sinon globalement ça servait un petit peu à rien. On s'en branle de voir un personnage 35 secondes et puis revenir dans l'épisode suivant pour expliquer ce qu'on a vu, enfin ça m'a un petit peu gonflé. Le dernier épisode est de la merde, hein, soyons clairs. Pour beaucoup de raisons qu'on va pas spoiler, mais c'est même pas juste mauvaise résolution, c'est au-delà de ça, c'est vraiment tout le truc où t'es dans un contresens absolu, où tu te dis que t'es même plus finalement dans la même série, que les personnages, c'est comme si d'un coup ils s'étaient dit oh bah, je vais écrire un autre personnage mais je vais lui mettre le même visage. C'est complètement ça quoi, c'est-à-dire c'est vraiment débile. Sinon ouais, il y a plein de trucs vachement bien, par exemple les fantômes, en fait on les a pas tous vus. Non. T'en as plein qui sont en second plan. Et on s'intéresse absolument pas à eux. On les voit juste au second plan, on se dit va se passer quelque chose, mais non, en fait, c'est une maison qui est super hantée. Et j'ai trouvé ça que c'était vraiment très intéressant. Après, comme tu dis, Flanagan il sait quand même tenir sa caméra, il sait mettre de l'ambiance. Et c'est ça qui m'a manqué justement dans la période adulte des personnages. Pour moi, ça marchait clairement moins bien. En même temps, quand il n'y a pas Carla Gugino à l'écran, c'est un petit peu moins bien tout de suite. Mais ouais, donc ce que je peux rajouter aussi sur le dernier épisode pendant que tu disais ça, c'est que moi j'ai eu cette impression là, c'est quand on passe du 9e au 10e épisode, c'est qu'il manquait quelque chose. Que ouais, comme tu dis, effectivement on a l'impression de ne plus être dans la même série. Et c'est très. Moi ça m'a vraiment décontenancé. Je me suis dit mais merde, j'ai loupé un truc. Même narrativement, il y a c'est vachement obscur. T'as l'impression qu'il y a eu quelque chose qui s'est bloqué, qui s'est cassé, je sais pas, ils se sont dit merde, il nous reste plus qu'un épisode et du coup il faut qu'on balance quoi. Sauf que effectivement le dénouement il se tient, même si personnellement je le voyais venir plus ou moins. C'est pas un truc à twist ou quoi que ce soit, hein, c'est pas un truc à vous faire tomber de votre chaise, tomber le cul par terre quoi. Mais ouais, c'est même pas que le dénouement est décevant ou quoi que ce soit, parce que ça se tient. C'est juste que ouais, il y a un gros problème je sais pas comment on pourrait dire, un problème de ton vis-à-vis de ce qu'on a vu auparavant, qui du coup tu fais mais merde, si je revois la série maintenant, je trouve ça un peu, enfin tout va pas se tenir de la même façon, je pense. Et du coup il y a des trucs qui sont pas plus expliqués que ça, et c'est un petit peu dommage. Je prends par exemple le personnage de celui du fantôme qui suit le frère drogué, une sorte de géant tête un peu squelettique et compagnie. Tu vois de quel personnage je parle, Seb? Celui avec la canne, non? Ouais, celui avec la canne, exactement. Il n'y a pas d'explication de donner sur le pourquoi du comment de ce garçon. Ça me dérange pas plus que ça, mais bon, peut-être qu'ils gardent ça pour une hypothétique saison 2 qui serait sur une autre famille qui aurait investi les lieux, peut-être. Mais bon, voilà, c'est le genre de choses qui me dérange un petit peu. Je trouve ça dommage. Je voulais aussi revenir sur l'épisode 6 qui est assez foufou au niveau de la mise en scène de Flanagan, qui là pour le coup. Après, on est fan, on n'est pas fan de ce genre de truc. Moi, ça m'a un petit peu. Ça m'interpelle toujours quand je remarque que c'est des longs plans séquences, parce que je trouve que du coup c'est un peu branlette quoi. Mais faut dire que c'est quand même plutôt sympa de voir quelque chose d'aussi aussi chiadé techniquement, et que le mec je pense que ça se maintient, et que ça se comment dire, ça s'explique totalement parce qu'on voit à l'écran. Le plan séquence n'est pas là et pour faire joli ou pour montrer qu'il sait faire quoi. C'est juste que ça implique une tension accrue au niveau des personnages et compagnie, que l'épisode 6 est un peu l'épisode pivot de la série, pour pas mal de raisons, et ceux qui l'ont vu savent, je pense, de quoi je parle. Donc voilà, au final, si vous aimez les séries bien écrites,
et qui sont franchement où vous n'avez pas trop l'impression de perdre votre temps et qui sont assez grand public, hein, faut le dire, c'est pas un truc d'initié ou quoi que ce soit. Et puis j'ai pas l'impression que ce soit classé R, hein. Il me semble que c'est quand même Ah non, non, c'est hyper assez tout soft. public, quoi. Ah ouais, c'est hyper soft, c'est pas gore ou quoi que ce soit. Non, non, on est vraiment. Bah, Flanagan le dit d'ailleurs dans les interviews, hein, il a plutôt voulu faire une série dramatique plutôt qu'une série fantastique. Et clairement, ça se voit à la vue de ces 10 épisodes. Donc voilà, je vous le recommande pas chaudement, mais je vous le recommande, allez-y. Franchement, par rapport à d'autres séries Netflix dont nous tairons le nom, ça vaut largement le détour quand même. Voilà. Bastien, tu vas pouvoir t'attaquer à ton petit pot pourri qu'on attend avec une impatience non dissimulée. Ouais, bah je vais poursuivre. Bah, moi, attendez, je vais aux toilettes. Ah ouais. De toute façon, Seb, tu peux rester parce que je vais peut-être parler de films où tu as regardé les 10 premières minutes et les 10 dernières minutes, donc tu vas peut-être pouvoir les chroniquer. Avec ta méthode d'imposteur, on peut faire quelque chose. C'est le mec Donc, qui dit ça. Attends, t'as aimé Rampage, mec. Hein. T'as plus aucune crédibilité dans cette émission. Ça va le poursuivre. Donc ouais, je vais poursuivre dans la thématique spéciale Netflix, puisque je ne vais parler que de choses qui sont sorties de Netflix. Waouh. Donc c'est une spéciale aussi qu'on peut classer dans c'est pas complètement nul, c'est pas totalement génial, mais c'est moyen. C'est Netflix. Donc on va commencer avec... alors comment ça s'appelle déjà ce film? Ah oui. Aucun homme, ni Dieu, ni pute, ni soumise de Jérémy Saulnier. Oh putain. Alors donc c'est une petite attente sur ce petit film parce que on avait vu des images, l'histoire, tout ça, on s'est dit ça peut être sympathique. Après, le nom de Jérémy Saulnier, c'est un réalisateur qui est plutôt dans les papiers des critiques, alors que bon, moi il est pas dans mes papiers, hein. J'ai vu ces deux films, Blue Ruin et Green Room, et je les ai déjà oubliés, hein. C'était des films très ennuyeux au final, même si effectivement bien réalisé. Et là, on va se retrouver un petit peu avec le même souci, c'est que le film est de bonne tenue, on va-t-on dire. Et il a de la gueule dans sa réalisation. Mais au final, à la fin, tu te dis un petit peu, bah ouais, bah tout ça pour ça, ce film. Parce que ça dure donc quand même 2h, 2h05, un truc comme ça. 2h10, ouais. Ouais, c'est long. 2h10, Ouais, c'est assez long. Et en fait, t'as une espèce d'ambiance, une lenteur voulue, hein, de toute façon, je pense. Et pendant tout le film, t'attends que ça... peut-être qu'il y a un truc, ça parte en cacahuète, je sais pas, qu'il y a un petit peu plus d'intensité. Donc effectivement, à un moment, tu vas avoir une séquence de fusillade qui dure, je sais pas, peut-être 10 minutes. Et qui est vachement bien, je trouve, d'ailleurs. Voilà, et qui est là pour te scotcher un petit peu. Et... ça fonctionne plutôt bien, mais après du coup le souffle retombe et puis bah le film est très confus, tu comprends pas trop ce qu'ils veulent dire, et au final à la fin ouais tu te dis ok, et après donc tu t'intéresses sur internet un petit peu au sujet, et donc effectivement il y a un des trucs qui est sous-entendu dans le film et que je n'avais pas compris, parce que donc c'est adapté d'un bouquin, et apparemment dans le bouquin un des trucs est bien explicite, et que là dans le film c'est sous-entendu. Alors peut-être justement on sait bien que ce soit sous-entendu parce que ça fait preuve d'intelligence vis-à-vis de son spectateur, et comme moi j'en ai pas, bah j'ai pas calculé le truc. Mais du coup c'est un petit peu dommage. J'ai l'impression que Saulnier savait pas trop quoi faire finalement du film, et il sait pas trop où aller des moments, et c'est ce qui est un peu dommage. Alors, le film, si vous voulez, on pourrait dire il est prétentieux et en même temps il est humble. La frontière entre les deux est mince peut-être. Waouh. Et vous avez 3 heures. Et c'est un film. Moi j'ai l'impression qu'ils sont passés à côté, parce que ça aurait pu être beaucoup plus puissant que ça au final, parce que sur le papier effectivement les idées sont intéressantes. Mais après, ouais, tout te glisse un petit peu dessus, ça ne t'atteint pas. Le personnage principal interprété par Jeffrey Wright, tu te dis qu'il sert un petit peu à rien. Alors après, c'est le personnage qui est un petit peu comme ça, parce qu'il est un peu spectateur, observateur, il est censé être la référence de nous. Mais après, c'est celui qui doit avoir un petit peu l'implication émotionnelle avec l'histoire de sa fille et compagnie. Et du coup, t'es pas impliqué émotionnellement, finalement, plus que ça, puisque le personnage, je me dis, est assez chiant
dans son histoire, et neutre. Donc ouais, moi j'ai été déçu par le film, qui est donc pas totalement, pas complètement nul, mais on peut pas dire non plus que c'est génial. Je crois que Seb l'a adoré. Oui, je me disais déjà, Jérémy Saulnier sur 1h30, c'est le mec qui me fait chier, mais comme pas permis. Alors, qu'est-ce que ça va être? Quand j'ai vu la durée de 2 heures, je me suis dit putain de merde. Puis je commence et il pose une bonne ambiance, c'est lent, etc. Tout ce que tu veux, mais bon, à la limite. Mais au bout d'un moment, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le film prend vraiment une direction totalement inattendue très vite. Mais après, voilà, j'en ai tellement rien à foutre, quoi. À un moment, j'ai été réveillé par la fusillade, que j'ai trouvé vachement bien. Et je me dis, le film est parti. Et non, le film, en fait, il est pas parti. Il revient là où il était avant. Il en a rien à foutre. Genre, tu couperais la fusillade au montage, ça changerait rien, quoi. C'était juste pour réveiller les gens qui s'étaient endormis. Donc, merci Jérémy Saulnier de penser aux gens qui devraient éteindre leur télévision parce que c'est l'heure d'aller se coucher et que le courant, il faut le payer quand même. Donc, merci Jérémy. Et être un peu éco-responsable. Après, ouais, du coup, en fait, tu viens de me faire comprendre ce que j'avais aimé, je pense, dans le film, c'est qu'en fait, il est plutôt, en fait, on sait pas trop où on va. Du coup, c'est ce qui nous fait tenir peut-être pendant le film, c'est qu'on sait pas trop dans quelle direction ça peut aller. Et ça, c'est toujours intéressant, les films qui n'empruntent pas. Bah oui, c'est un peu ça, du coup, au final, qui fait que le film n'est pas totalement réussi. Du coup, c'est que ça ne va pas très loin. Donc voilà. Donc ouais, vous pouvez le zapper. Alors ensuite, deuxième sortie récente de Netflix avec un 22 juillet de Paul Greengrass. Alors un film qui n'est pas complètement nul, mais qui est pas totalement génial, mais c'est moyen, quoi. J'ai trouvé ça catastrophique, moi. Alors donc, pour vous resituer un petit peu ce film, c'est en fait sur l'histoire de l'attentat qu'il y avait eu à Oslo il y a quelques années déjà, du mec qui avait tué au moins 70 de personnes, ouais. Anders Breivik ou quelque chose comme ça, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Et donc, Paul Greengrass s'est attaqué à cette attaque-là. Alors donc, déjà, il y a eu un malentendu parce que je m'étais pas trop intéressé finalement trop à ce que ça racontait. Je savais du coup que c'était là-dessus, mais je pensais que du coup c'était un film que sur l'attaque en elle-même, alors qu'en fait pas du tout. L'attentat, j'ai été très surpris parce que du coup l'attentat arrive genre au bout de 5-10 minutes de film et s'arrête au bout de je sais pas, une demi-heure, et donc le film dure 2h20. Donc tu te dis ouais, il reste pratiquement 2 heures, donc qu'est-ce que ça va raconter? Et en fait le film s'intéresse surtout au procès du mec. Forcément il y a un des mecs qui s'est fait shooté par le terroriste, mais qui s'en est sorti, et donc on a un petit peu toute sa rééducation et compagnie, le fait qu'il va falloir participer quand même au procès, se remettre en selle et l'affronter dans les yeux lors du procès pour pas qu'il gagne ou des choses comme ça. Donc j'ai été assez surpris finalement de ne pas voir le film que je pensais voir. Alors toute la partie de l'attentat, donc est forcément ce qui est le plus intéressant. Pour le coup, c'est du Paul Greengrass pur jus, puisqu'on a une caméra à l'épaule nerveuse, caméra portée, donc où l'action est assez violente quand même, hein, forcément. Il y va quand même le Paul Greengrass, je trouve, dans la violence. Bon, c'est pas gore non plus, mais il essaie de retranscrire la réalité du truc. Mais après, effectivement, une fois que ça est passé, on rentre un petit peu dans les clous et le schéma classique de ce genre de film. Donc là, pour le coup, tu sais un petit peu où tu vas, et c'est pas très original, malheureusement. Les acteurs font le job, mais après, on peut pas dire qu'il y a the performance qui fait que le film atteint un degré supplémentaire. Donc c'est des acteurs que je ne connais pas, hein, c'est des acteurs norvégiens. Thor Norgensen. Ouais, voilà. Des acteurs pure souche. D'ailleurs, le film est en anglais, alors j'ai pas été vérifié, mais est-ce qu'en Norvège on parle anglais, ou c'est parce que du coup. Ah non, on parle norvégien. On parle mexicain. Je pense qu'on parle norvégien, mais je me suis dit du coup, ils se sont pas fait chier, quoi. Un tacos, pour le favor. Et en fait, toute la deuxième partie, qui est quasiment tout le film en fait, m'a fait penser un petit peu à la série dont on avait déjà parlé, Manhunt, Yona Bamber. C'est plutôt une bonne série, ça.
Oui, mais du coup, ça marchait en série et là, ça marche un petit peu moins en film. Mais disons que ça y ressemble dans les intentions du terroriste qui sont un petit peu les mêmes. Ah, Puisque il est en procès, il a écrit un manifeste aussi avant. tout ce que je dis, c'est un gros nazi quand même. Oui, voilà. Mais ils ont tous les deux, ils ont tous les deux fait ça, je veux dire, selon selon des idées et donc un manifeste qui a été écrit, une philosophie, voilà. Et pareil, le but du procès, à la limite pour eux deux, au final, c'est pas de se faire passer pour fou parce que sinon leur manifeste ne tient plus debout. Donc c'est d'être reconnu finalement et de passer sa vie en prison quand même. Et ça joue un petit peu sur la même chose. Donc ouais, voilà, c'est pas super palpitant à regarder. C'est donc, comme je vous dis, pas super original. Alors, je me suis souvenu après coup que Paul Greengrass avait déjà fait un peu le même truc en fait avec Vol 93. Justement, j'allais t'en parler. Ouais. Donc je me suis dit, en fait, oui, il est pas arrivé peut-être là par hasard sur ce film-là. Donc donc c'est le problème de tous ces films un petit peu parce que je m'en souviens plus non plus de Vol 93, mais à mon avis ça se trouve. Voilà, il est là le problème de Vol 93, c'est que le sujet est quand même hyper prenant ou quoi que ce soit. C'est que moi c'est pareil, le film je l'ai vu, je n'en ai aucun souvenir et c'est quand même ultra gênant avec ce type de sujet. Et ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Greengrass, quand il fait Bourne Identity, ça marche pas mal parce que voilà, il fait de l'entertainment et c'est plutôt correct. Si je peux me permettre, c'était Doug Liman. Pour le premier, oui, effectivement. Autant pour moi. C'est pour Identity, c'était pas lui. C'est le 2 et 3 dont il s'est chargé. Lui, il a fait Suprématie et Ultimatum. Voilà, bien joué. Bon rectificatif. Merci. Et donc, effectivement, quand il s'attaque à un sujet plus sérieux, est-ce qu'il a les épaules Je crois que la réponse est faite. C'est le problème de ce genre de film, c'est fidèle au final à la retranscription de la réalité, mais après, oui, ça n'en fait pas une expérience de cinéma unique, quoi. C'est pas viscéral, c'est pas viscéral. Ouais. Bah, c'est surtout aussi que j'ai jamais été un très grand fan de sa mise en scène, de caméra à l'épaule, ça bouge dans tous les sens, tu comprends rien à ce qui se passe à l'image. Mais là, il te fout ça dans un film de procès déjà, mais en plus, ça ressemble à un téléfilm de France 3, quoi. Le film est vraiment moche, je trouve. T'as pas eu ce sentiment, toi? J'ai vraiment trouvé le truc très moche, quoi. Ouais, non, ça m'a pas autant frappé que ça. Et après, oui, dans le sujet, ça y a un côté pépère du truc du dimanche soir, donc effectivement, ça t'a fait ce sentiment-là. Même la photo, elle est grisâtre. Il n'y a aucune vie à l'écran, quoi. Je sais pas, j'ai trouvé trop le truc chiant, quoi. Ouais. Mais oui, du coup. Ça dure aussi 2h30, c'est ça, à peu près 2h23, putain de bordel de merde, et le générique de fin, c'est même pas un truc genre 10 minutes, hein. C'est un truc de 4 minutes. Donc tu te dis, tu te les bouffes, toi, tes 2h20, quoi. Putain, quoi. Greengrass, si t'écoutes, va te faire enculer, quoi. Alors, je crois que sur le même sujet, il y a un autre film qui est sorti. Alors, comme les deux sont sortis quasiment en même temps, il y a un autre film, je vous dis, qui aborde le même fait divers, qui apparemment est beaucoup mieux. Pour ceux que ça intéresse, faites votre petite recherche internet. Mais alors, comment il s'appelle celui de Greengrass déjà? 22 juillet. 22 juillet. Ah bah écoutez, je sais plus comment s'appelle l'autre, mais je sais qu'il y en a un qui est sorti quasiment simultanément et qui est apparemment bien plus intéressant. Si vous voulez chercher, vous allez dans Google et vous tapez film qui est un peu comme un 22 juillet de Paul Greengrass, mais qui ne s'appelle pas comme ça, mais que j'ai oublié le titre. Merci Google. Et le troisième chose dont je voulais revenir, c'était sur la saison 2 de Making a Murderer, donc qui est arrivé il y a une semaine, je crois. T'as un petit chat dans la gorge. Ouais, je suis un petit peu folichon en ce moment. Donc pardonnez mon intention de voix. Alors, pour vous resituer, Making a Murderer, c'était en 2015, ça avait fait grand bruit à l'époque, puisque donc c'était la retranscription d'un procès, enfin d'une histoire réelle, sur un mec qui avait été doublement emprisonné la première fois pour un viol, et qu'en finale, c'était pas lui qui avait violé, et était quand même resté 18 ans en prison, et donc avait réussi à sortir grâce à l'ADN, et puis genre 2-3 ans plus tard, il a été accusé à nouveau, mais ce coup-ci de meurtre. Et donc il est resté, là ça doit faire au moins plus de 15 ans je crois, qu'il est encore en tôle, et son petit-neveu est aussi dans l'histoire, puisqu'il aurait avoué avoir participé au meurtre, sous la contrainte, après des heures et des heures d'interrogatoire. Donc une première saison que moi j'ai découvert il y a peu, parce que du coup je savais qu'il y avait la saison 2 qui allait venir, et je me suis dit j'étais passé à côté du truc, et comme j'aime bien les documentaires Netflix sur les trucs criminels, il fallait que je le voie, puisque du coup c'est un petit peu le maître étalon du genre, j'ai l'impression, quand il était arrivé
Making a Murderer saison 1. Ouais. Et donc, pour avoir du coup enchaîné la saison 2, au moins là j'avais tout bien en tête, puisque la saison 2 reprend le même fait divers. Alors, tout le monde s'est posé la question, j'imagine, à l'époque, pourquoi faire une saison 2 Ouais, et surtout que ça s'était arrêté très récemment. Quoi. Donc, Oui, il y avait une matière à faire une deuxième saison. Et donc après vision de ces 10 épisodes, et donc encore des épisodes plein la baraque, même plus d'une heure à chaque fois, 1h03, 1h04, des trucs comme ça. Donc on peut le dire que cette saison 2, elle est pas complètement nulle. Elle est pas totalement géniale, mais c'est moyen. Alors là, on retombe dans le syndrome un petit peu Netflix. J'étire un petit peu mon petit succès, mon petit concept, et je l'étire jusqu'à la corde, malheureusement. Donc cette saison 2, les craintes s'avèrent assez réelles, puisque donc la saison 1 retraçait, je sais pas, 25 ans, 30 ans, donc il y avait énormément de rebondissements dans l'histoire, ça allait assez vite tout en allant quand même à fond dans le sujet. Et du coup là on est sur une période beaucoup plus courte, puisqu'on est à partir de 2015 jusqu'à à peu près juillet de cette année, je crois, un truc comme ça, juillet-août. Après ils reviennent quand même sur ce qu'on a déjà vu, mais en rentrant encore plus dans les détails. Donc on étire un petit peu des choses qu'ils avaient passé sous silence, mais est-ce vraiment nécessaire de voir tout ça? Alors, faut vraiment, je pense, du coup, être fan de l'histoire et vouloir regarder cette saison 2. Après, c'est une saison du coup qui s'intéresse aussi beaucoup au mécanisme judiciaire, beaucoup plus encore que la saison 1, parce que du coup, là, sur une courte période, on comprend quasiment au jour le jour ce qu'ils vivent en fait dans le système judiciaire, avec tous les appels et compagnie rejetés. Des fois tu crois que tu vas pouvoir faire appel et finalement il y a d'autres juges qui vont se pencher sur le cas et tout va retomber. C'est pas forcément très palpitant à suivre par rapport à des rebondissements qu'on avait dans la saison 1 malheureusement, mais ça fonctionne quand même plutôt bien, mais comme je vous dis, par rapport à la saison 1 c'est beaucoup moins puissant. C'est une saison 2 qui s'intéresse surtout en fait à une nouvelle avocate que Stephen Avery, donc le mec qui était accusé à la base, engage, et donc qui est la nana, c'est une spécialiste de faire sortir des mecs qui ont été accusés à tort, donc une nana avocate très très brillante, et donc qui s'intéresse à ce cas-là maintenant, et on voit un petit peu tout le procès à travers ses yeux, et elle qui essaye de faire qu'il y ait un nouveau procès. Allez McBeal. Et après, ce qui avait été reproché à la saison 1, et du coup ce qui est marrant, c'est que dans cette saison là du coup il y a un côté méta par rapport à la saison 1, et c'est ça qui est le plus intéressant, j'ai trouvé, c'est que du coup maintenant que l'affaire a été mise au grand jour, et la médiatisation qui est arrivée, la série s'intéresse à ça, et donc Stephen Avery a vécu plein de choses depuis qu'il est médiatisé en plus, notamment une histoire de mariage qui en fera rire plus d'un. Ils sont tellement prévisibles ces gens. Et du coup il s'intéresse aussi à ce truc qui avait été reproché à la saison 1, donc qui était que la série quand même était plutôt du côté Avery, et qui en mettait quand même plein, et qui a été plus du côté que c'est quand même il est innocent, et les gens disaient en général que c'était pas si blanc-noir que ça, et que les flics étaient quand même bien chargés dans la saison 1, et du coup la saison 2 s'intéresse effectivement un petit peu à ça au début, je dirais, mais après il retourne quand même dans le truc qu'il est innocent, et que c'est compliqué d'en être autrement quand même. Ouais, voilà un peu les rouages du truc, c'est compliqué de faire l'inverse. Mais du coup la série a quand même un point de vue sur l'affaire, je dirais. Ils sont pas totalement neutres. Après ce qui est intéressant dans cette saison 2, c'est que du coup elle déclare des nouvelles pistes quand même sur le criminel, elle propose des choses, mais après du coup on n'a pas encore le fin fond de l'histoire. C'est des génies, les mecs font des trucs eux-mêmes quoi. Mais notamment l'avocate du coup qui essaye de déclencher un nouveau procès, et du coup elle propose une nouvelle piste qui n'est pas forcément plus avantageuse pour la famille, donc c'est assez intéressant ça à suivre, sur qui est portée les accusations. Est-ce qu'on a on revoit souvent le neveu, parce que c'était quand même un peu mon préféré dans la saison 1. Ouais, du coup la saison 2 même s'intéresse plus à lui que effectivement à Stephen Avery, interprété par Paul Dano, le neveu quand même.
Et donc lui qui a limite plus de chances d'en s'en sortir que Stephen Avery. Et c'est sur un peu lui qu'effectivement ça repose cette saison 2. Après aussi le problème qu'a eu la série, c'est que du coup la médiatisation arrivant, du coup en fait tous les rebondissements de l'affaire étaient un petit peu tombés. À chaque fois les gens étaient au courant. Du coup quand tu regardes le documentaire, moi j'ai pas suivi en Amérique, mais du coup ceux qui suivaient le truc en Amérique n'ont pas été surpris par les rebondissements du documentaire. Ouais. Et justement les gens qui ont fait le documentaire ont dit que justement il fallait quand même regarder leur série parce que c'était pas ça l'intérêt au final de la série, les rebondissements, mais c'était de voir justement les mécanismes et tout ça et la vie de ces gens. Mais c'est pas totalement faux de dire qu'on perd quand même le fait de maintenant de connaître un petit peu l'histoire. Après, ce qui est aussi peut-être une qualité de cette saison 2 ou pas, c'est qu'elle va un petit peu plus dans le côté émotionnel de l'histoire, parce que du coup on s'intéresse encore plus je dirais aux parents de Stephen Avery, et notamment au fait que maintenant ils ont quand même les 80 ans passés, et au fait qu'ils vont probablement peut-être jamais revoir leur fils sortir de prison, et du coup là ils y vont un petit peu là-dedans, dans ce côté est-ce qu'ils vont mourir, mon fils m'a bataille, et est-ce qu'ils seront là pour le prochain Noël ou pas. En plus la casse maintenant automobile, plus personne n'y va parce que du coup quelle misère. Donc une saison 2 que je vous conseillerais si vous avez été carrément fan absolu de la saison 1, que vous avez beaucoup aimé, que vous avez quand même envie de savoir ce qui s'y passe. Mais après si vous n'avez pas vu la première saison, ça n'a aucun intérêt de toute façon de la regarder. Mais elle n'est pas non plus du coup nécessaire si vous n'avez pas envie d'en savoir beaucoup plus, puisque l'histoire finalement n'a pas tant avancé que ça. Et rendez-vous dans 6 mois pour la saison 3. Du coup, est-ce qu'il y aura une saison 3 Ou alors, ils feront participer les spectateurs de Netflix où on pourra voter si oui ou non Avery est coupable. Alors là, il faut qu'il se laisse plusieurs années, je pense encore. Mais du coup la fin, c'est encore une fin un peu ouverte, on se dit qu'ils peuvent faire une suite, mais... bien sûr, donc ça finira jamais cette histoire, ça me paraît compliqué quand même. Surtout que lui, rappelons-le, le Brendan Dassey peut sortir en 2050 et quelques, mais il sera pas totalement vieux lui. Pas totalement, c'est beau. C'est toujours... On en avait parlé de la saison 1 dans Bug. Non, on n'en avait pas parlé. C'est quand même vachement intéressant sur les rouages de la justice américaine. Pour le coup, la saison 1 était vraiment intéressante. Bon écoute, un chouette petit pot pourri encore tu nous as concocté là, et du coup on passe à la dernière partie de l'émission avec White House Down de Monsieur Roland Emmerich, et c'est Seb qui va nous en parler avec énormément d'amour, je pense. Ouais, et j'aimerais d'abord m'excuser auprès de nos auditeurs, je ne sais plus parler français, qui d'habitude m'écoutent moi puis ils s'en vont, et là ont dû supporter vos 2 chroniques. Donc à eux je dis respect, et vous voyez maintenant ce que je subis à chaque émission. Donc je vais vous parler... Ouais, exactement. Mais là je vais vous parler de White House Down, dont je sais plus s'il a un titre français, qui techniquement aurait dû être La Chute de la Maison Blanche, sauf que non, parce que La Chute de la Maison Blanche c'est le titre qu'ils ont donné à Olympus Has Fallen, qui est sorti la même année. Donc voilà, problématique. Oui, effectivement, ça me dit quelque chose cette histoire. Mais là, moi, vous voyez, j'en ai marre. J'en ai marre de voir des films de mon enfance faire l'objet de remakes insipides, surtout quand ces œuvres ne sont pas de simples films pour enfants, mais justement des œuvres universelles qui ne prennent pas une ride et ont un impact encore plus fort lorsque tu es adulte, et ainsi capable d'en saisir la portée thématique. J'en ai aussi marre de voir ce même genre de film obtenir une suite 15-20 ans plus tard pour réaliser que ceux qui sont aux commandes de la chose, parce qu'ils l'aiment, disent-ils, n'ont rien compris à l'univers qu'ils sont en train de saloper. Et puis j'en ai marre de voir des grandes œuvres déclinées de 1001 façons, tout ça sur l'autel du dieu de l'art. Du coup, après m'avoir cassé les couilles avec son trip autoriste qui était Anonymous, Roland Emmerich a décidé de me chier à la gueule. Pas de chance, connard, j'ai la diarrhée, et je suis poète aussi, tu peux pas tester, Roland. Car oui, White House Down est tout est... Attendez, je ne sais plus du tout parler français. On revient en arrière. C'est dire de conclure l'émission. Ouais. Car oui, dans White House Down, tout est un rip-off mal pensé de Die Hard. Channing Tatum y interprète John Cale.
Parce que trouver un nom qui ne ressemble pas à John McClane, c'était trop difficile. Du coup, il passera une majeure partie du film en débardeur blanc qui va petit à petit se salir. Mais pas trop non plus. Et avec le sang en moins, faudrait pas choquer ma grand-mère. Avec ça, il se balade dans la Maison Blanche au lieu du Nakatomi Plaza. Et il y a sa fille qui fait partie des otages. Oui, parce que sa femme, elle connaît sa place. Donc elle est à la maison en train de faire à bouffer et le ménage. Le truc, c'est que je pourrais m'arrêter là. Malheureusement, Emmerich, lui, ne s'est pas arrêté là. Il a fallu, je pense à Phallus, du coup, et ça m'amuse plus que le film, qu'il s'auto-référence. Citer Independence Day, ça aussi, c'est très malin. Et qu'il transforme son film en buddy movie. Et ouais, lorsque Tatum chope le président des États-Unis, Jamie Foxx, aussi crédible que Brad Pitt butant du zombie dans World War Z, ça devient une bonne grosse pantalonnade. Et on se fout du reste. Sauf que Fox, il est cool, donc le président doit être cool. C'est pourquoi il portera des baskets de marque et rien d'autre. On appelle ça la grande classe. Bon, face à eux, on a droit à un bad guy qui nous apprend qu'il est diabétique. C'est cool, après le crétin qui mange des carottes dans Die Hard 5, on reste sur la lancée, j'aime beaucoup. Et une intrigue de vengeance, manipulation, coup d'état, mes couilles sur ton menton et d'autres conneries pas franchement intéressantes. Parce que oui, vous savez, dans Die Hard, on pense avoir affaire à des terroristes, puis on découvre qu'il s'agit de toute autre chose. Du coup, ça aussi, il faut le reproduire. Merci les gars, même Olympus Has Fallen, qui a la même idée de départ, ne se donnait pas autant de mal pour montrer sa non-originalité. Mais pas Emmerich. Lui, c'est un vieux de la vieille, il s'en bat les steaks. Alors oui, le film a pour lui un casting absolument génial. Jason Clarke, Richard Jenkins, James Woods, Jimmy Simpson, Lance Reddick ou encore Kevin Rankin. Mais il n'est au service de rien. Ça met déjà 4 plombes à démarrer, 30 très longues minutes d'exposition inutile où on va suivre Tatum qui essaie de convaincre sa fille qu'il est cool, parce que tu vois, McClane lui aussi avait des problèmes avec sa femme, et une fois que l'action est là, il n'y a pas grand chose de très palpitant. PG-13 oblige, ça reste très correct dans son déroulement, à peine divertissant tout au plus. Bon, c'est sûr, c'est moins mauvais qu'un Die Hard 5, et plus regardable que Olympus Has Fallen, mais c'est pas suffisant pour réévaluer sa qualité. Le truc c'est que White House Down n'est pas assez intelligent pour être bien et n'est certainement pas assez con pour être fun. En fait, le film pourrait se résumer en une scène. Channing Tatum qui cause avec un écureuil. Voilà. Maintenant, je pose une question très sérieuse. Comment peut-on prétendre, mais pas pétendre, ça ne veut rien dire, aimer Die Hard, je parle bien sûr du travail de John McTiernan, et trouver ne serait-ce que sympathique la suite merde qui nous a été livrée l'année de sortie de ce Olympus Has Fallen, non, je confonds maintenant les deux, White House Down. Comment peut-on prétendre aimer Die Hard et voir en Olympus Has Fallen ou White House Down des divertissements, sinon excellents, au moins de qualité, qui en sont de dignes héritiers? Comment peut-on prétendre que ces choses-là ont l'esprit Die Hard? Comment peut-on simplement oser les mettre dans la même catégorie? Comment peut-on être fier d'avoir apprécié ça? La réponse est bien simple. Parce que vous n'avez décidément toujours pas compris ce qui faisait de Die Hard le chef-d'œuvre qu'il est. White House Down est donc à ranger dans votre DVD Tech catégorie poubelle. Et si vous pensiez que c'était terminé, détrompez-vous. Len Wiseman rempile pour un 6ème faux Die Hard, et le très mauvais Skyscraper sorti cette année, qui est l'anti-Die Hard absolu, a été considéré par certains comme un digne héritier du film de McTee. J'ai plus d'espoir les mecs, je décide donc de démissionner officiellement. Oh là là. C'est White House Down, ça donne envie. Tu l'avais vu, Bastien, celui-là? Bah, je me souviens même plus en fait si je l'ai vu, je crois pas. Et alors, l'autre film qui est Olympus, c'était avec qui déjà? C'était avec Two-Face de Dark Knight, Aaron Eckhart. Oh. Et c'était qui jouait le président là-dedans? Je ne sais plus. Enfin bref, c'était Et donc Channing Tatum a une fille. dans le film. Qui a quel âge? Tu me poses des questions là, c'est Non sorti mais il y a c'est pas quelques une années. ado, c'est pas une ado. Si, à peu près. Hein. Mais Channing Tatum, il a 30 ans. Ouais, bah ça les dérange pas. Non, je crois qu'elle va avoir 12-13 ans, un truc comme ça. Hein. Et George Tatum. Putain, à chaque fois que j'entends Tatum, ça me sort des trucs, c'est pas possible. Désolé. Bon bah écoute, Roland Emmerich, c'est son... Il faut qu'on revienne sur sa carrière, à ce petit Roland quand même, parce que depuis quelques années... Anonymous, c'était avant ou après? Avant. Avant. Et 10 000, c'était avant aussi. Ouais. Et White House Down, il a fait quoi après? Independence Day 2. Oh putain. Et ouais. Il est sur une lancée là, il faut plus l'arrêter le pépère. Bon, bah écoute, Roland, un jour, tu y passeras. Eh les gars, j'ai une idée. On a un petit peu de temps devant nous, et si je faisais un petit jeu de 2-3 minutes que je vous ai concocté? Il est crédible ton lancement, c'est très naturel. Alors,
On va aller vite parce qu'on n'a pas trop de temps non plus. Donc Alphonse, il n'y a que toi qui peux participer. C'est un... Ah putain, génial. Il t'est attribué ce jeu, j'en ferai un pour Grumpy Seb plus tard. Donc c'est un jeu très simple, c'est le tac au tac. Je vais te poser des questions et il va falloir que tu me répondes très vite, très rapidement, ce qui te vient en tête. Je suis l'honnête ténèbre. Voilà. Pas de triche. Donc, comme bien entendu, les 3-4 premières questions, c'est pour te mettre en jambe, n'auront aucun rapport avec le cinéma ou autre. Mais une fois le truc déclenché, il va Allez, falloir... vas-y, je suis chaud. T'es chaud. Ouais. Alors, ta saison préférée? De quelle série? Mais non, de l'été et Non, l'hiver. connard. Ça commence mal. L'automne. Café ou bière? Café. Bière blanche, brune ou blonde? Blanche. Non, blonde. Ta couleur préférée? Rouge. Ton Kubrick préféré? Oh putain. Orange mécanique. Netflix ou HBO? HBO. Le pire film de John Carpenter? L'homme invisible. Une nuit avec Dana De Lorenzo ou Lisa Del Sierra? Ah putain, une nuit d'El Sierra. Le meilleur Rocky, c'est le combien? Oh putain, chaud. Le 4. Ton épisode préféré de toute série confondue? Ça c'est chaud. Allez, vite. Mon épisode préféré de série. Ouais, mais ça va être biaisé, ça. Je vais penser à un truc récent. Les Sopranos, le dernier épisode. Allez, n'importe quoi. Si l'un d'eux doit mourir là tout de suite sans poursuivre son œuvre, entre David Fincher, Sufjan Stevens ou Kylian Mbappé? Ouf. Stevens. Ta pire expérience de séance en salle? Putain, Wall Papillon. Crazy Kung Fu. Quoique c'était marrant en fait. Si tu devais regarder là tout de suite un film que tu n'as pas vu, ça serait quoi? Allez, je sais pas pourquoi je vais dire ça, mais Danse avec les loups, j'y ai pensé il y a pas longtemps, je me disais que je l'avais jamais vu. Regarder l'intégrale de Friends ou avoir la Kiole pendant une semaine? Oh, la Kiole pendant une semaine. Le meilleur film de super-héros, au fait, c'est quoi? Ah, le Superman de Donner. Tu attends davantage la saison 2 de Mindhunter ou la fin de Game of Thrones? La saison 2 de Mindhunter. Et le meilleur Spielberg, au fait, c'est quoi? Minority Report. X-Files ou Battlestar Galactica? Oh la vache. X-Files parce que c'est la base. Le film pas encore sorti que tu attends le plus? Eh bien, j'y ai pensé cet après-midi et pendant que je faisais mon petit running, à vrai dire. Et je pense que c'est un remake d'un film de Jean-Luc Godard, Pierrot le Fou, par Michael Bay. Ton réalisateur vivant préféré? Fincher, parce qu'il est encore en activité, sinon j'aurais dit Carpenter, je pense. Une scène culte dans une voiture, s'il te plaît? Scène culte dans une voiture. J'aime beaucoup ce jeu, mais en fait, faudrait être préparé pour certaines questions. Une scène culte dans une voiture. Je sais pas, un crash de Cronenberg. Il y a des scènes dans des voitures absolument fantastiques. Le DVD Blu-ray que tu as et dont tu es le plus fier? Le coffret Evil Dead. Et enfin, héros ou salope? Salope, définitivement salope. Merci, voilà, pour ce petit jeu. Eh bien, bravo. Je pense que c'était une magnifique façon de conclure l'émission et on a hâte Et de maintenant, on va faire un montage avec toutes tes réponses, on les enverra au FBI et ils comprendront que tu es un nazi. On t'a niqué. On a hâte d'entendre le commentaire pour Seb. J'espère que les questions seront différentes, bien entendu, histoire que l'effet de surprise fasse encore son effet. Oh bah, mon Kubrick préféré, ça va être simple. Hein. Ça va être Killer's Kiss. Et ton réalisateur vivant préféré, tu vas nous dire Waititi. Exactement. Taika Waititi. Taika Waititi, je ne sais plus. Qui joue dans la série Sabrina d'ailleurs. Hein. Ok, Ouais. argument massu.
Bon, bah écoutez, messieurs, on va se quitter. On va faire 50 minutes aujourd'hui, ce qui est quand même une émission relativement courte pour nous. Bravo. On peut nous retrouver sur les internets, hein, toujours sur Twitter, je suis Alphonse Dadet. Le compte Twitter de l'émission, c'est Bug le podcast. Grumpy Seb. Et Bastien, quelque chose, un compte Twitter, un compte Instagram? Oui, Jean Lefebvre, c'est mon vrai nom. Donc, Jean Lefebvre. Hommage à Philippe Gildas aujourd'hui qui nous a quittés. Salut Philou, merci pour tout. Grumpy Seb, il a pas un compte Stories aussi à nous donner peut-être? Parce que j'ai vu qu'il était quand même très productif sur le compte Stories. Il y a quasiment une nouvelle œuvre qui se crée, donc il peut peut-être donner le lien. Le compte Stories, de quoi tu parles? Ton compte Stories Facebook sur les petites Ah, photos. bah c'est mon compte Facebook, je vais pas non plus donner mon vrai nom aux gens. Hein. Ah, bah tant pis. Non. À l'occasion, si tu peux faire une photo d'un doigt d'honneur qui m'est adressé. Ah, bah écoute, j'avais un pansement sur mon doigt, je l'ai retiré, mais je vais le faire de ce pas. D'accord, merci. Et je crois qu'on peut retrouver aussi donc cette photo du doigt avec le pansement sur Instagram. Oh, si vous voulez, je le mets sur Instagram aussi. Y a pas de souci, hein, moi, écoutez, si ça vous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Eh bien, messieurs, à la prochaine et à très bientôt, chers auditeurs. Ciao, ciao. Salut.